Bonjour et bienvenue sur France 24 dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Le 13 avril prochain aura lieu à Genève la conférence internationale des donateurs pour faire face au désastre humanitaire que connaît aujourd'hui la RDC, la République démocratique du Congo. Une conférence organisée par l'ONU, oui, mais sans la RDC. Le pays a décliné l'invitation car il estime ne pas avoir besoin de cette aide. Nous décrypterons ce choix des autorités et reviendrons sur les enjeux de cette conférence. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons la grève à la SNCF qui perturbe à nouveau le trafic à partir de ce dimanche. Grève dont on ne connaît pas l'issue, mais qui pourrait se durcir faute de dialogue constructif. Ce sera l'occasion de revenir sur le fond de la réforme voulue par le gouvernement et de parler notamment des conséquences économiques pour le secteur du tourisme. Bienvenue sur France 24. Vendredi prochain aura donc lieu cette conférence internationale des donateurs pour la RDC. Une conférence qui a été convoquée par l'ONU pour venir en aide à la République démocratique du Congo qui est confrontée à une grave crise humanitaire. Une conférence qui se fera sans le principal intéressé, la RDC. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Gauthier Rybinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur international à France 24. Et puis à ma gauche, Sonia Rollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à RFI. Alors Sonia, tout d'abord, en quoi consiste cette conférence internationale? Qui y participe et quel est son but? Alors déjà, c'est une conférence qui est assez exceptionnelle puisque les Nations Unies n'ont pas tendance à faire cette conférence tous les ans sur la RDC. En revanche, cette conférence a pour but de financer le plan d'action humanitaire qui, ça, est annoncé tous les ans au mois de janvier, à la fois par la coordination des Nations Unies et par le gouvernement congolais. Cette année encore, c'est conjointement qu'ils avaient présenté ce plan. Un plan qui devait financer en fait, les activités humanitaires sur 2 ans, donc pour 1,7 milliard de dollars. Et c'est vraiment les activités humanitaires sur 2 ans. Au vu des besoins exceptionnels, ce chiffre est très important. Et ce qui inquiétait les Nations Unies, et c'est pour ça qu'elles ont convoqué cette conférence, eh bien, c'est que l'an dernier, ce plan d'action humanitaire s'est retrouvé au plus bas niveau de financement depuis 10 ans et que donc les humanitaires ont été dans l'incapacité de venir en aide à ces crises multiples qui se sont développées au Congo. Alors, Gauthier, la RDC, on l'a dit, refuse de participer à cette conférence car elle estime que la crise humanitaire qui est invoquée par l'ONU n'est pas aussi importante qu'elle est dans la réalité. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette décision de Kinshasa de ne pas venir à Genève ? Il y a la volonté de maquiller les faits, manifestement. Parce que toute humanitaire qu'elle soit, cette conférence ne pourra pas faire l'économie, ne pourra pas ne pas évoquer ce qu'est en réalité sont les faits, les événements politiques de la RDC. On est, tout le monde le sait, bien au-delà du mandat de 2016 qui était celui, in fine, de Joseph Kabila. On est dans une situation politique où vous avez donc de fait cette occupation du pouvoir, une opposition morcelée, mais surtout tout à travers la RDC, que ce soit le Kasaï, l'Ituri, le Katanga, le Nord Kivu, des foyers de rébellion, qui sont parfois rébellions politiques, qui sont parfois rébellions crapuleuses, et tout cela est savamment maquillé, noyé, parfois réprimé de manière extrêmement féroce. On l'avait vu dans certaines vidéos où des individus en uniforme de l'armée congolaise abattaient de sang-froid des civils. Et de fait, participer à une conférence telle que celle qui doit avoir lieu le 13 avril, c'était d'une certaine manière reconnaître le chaos politique et bien évidemment, à travers ça, l'immense chaos humanitaire. Mais on ne peut jamais et ça c'est une conséquence de l'histoire, on ne peut jamais évoquer l'humanitaire de manière pure et simple sans admettre que derrière il y a toutes les conséquences politiques. Quand on parle du Liban, par exemple, et de l'aide humanitaire, eh bien, on parle aussi de ce que signifient les alentours, les rapports de force entre politiques et entre régimes aux alentours. C'est pareil en République démocratique du Congo. Encore qu'il faut ajouter cette impression de huis clos qui caractérise cette situation, puisque vous avez des réfugiés qui sortent du pays, mais presque, je dirais, selon la volonté du pouvoir, qui estime ainsi pouvoir réprimer à huis clos un certain nombre de situations qui ne lui sont pas favorables. Est-ce que la RDC, tout simplement, ne veut pas d'ingérence dans ces affaires, à tous les niveaux ?
Oui, c'est un peu ça. C'est aussi une manière de dire, par exemple, quand le discours du pouvoir en RDC, c'est de dire, vous nous comparez au fond avec votre conférence, vous nous comparez avec des pays où il y a des situations de guerre manifestes comme la Syrie ou l'Irak. Nous sommes confrontés à du terrorisme et à de la criminalité. N'importe quel pays concerné, que ce soit la Syrie ou l'Irak, vous dira la même chose. Vous tiendra le même discours. Il s'agit de terrorisme et de criminalité. Donc, on est au même niveau. Simplement, c'est vrai que le pouvoir de Kabila ne veut pas reconnaître l'urgence de cette situation politique parce qu'il en est très largement responsable. Et si on veut être honnête, cette conférence sur l'humanitaire en RDC, effectivement, ne devrait pas avoir lieu parce que théoriquement, sur le papier, ce pays est un Eldorado avec plus de 2 300 000 km² et 78 millions d'habitants et des richesses énormément de ressources. Énormément de ressources. Mines d'or, tout le monde notamment. Nord, coltan, etc. Et tout le monde devrait y vivre de manière tout à fait prospère. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a une gangue de fer et qui se partage la rente minière, entre autres. Sonia Rollet, vous connaissez bien le terrain en RDC. Aujourd'hui, quelle est la situation humanitaire dans le pays ? Alors là, vous le disiez, il y a un peu deux versions des faits. Il y a la version des Nations Unies, et là, la situation est très claire. Ils parlent de 4,5 millions de déplacés internes. D'ici la fin de l'année, ils s'attendent à ce que, uniquement dans les pays voisins de la RDC, on se retrouve avec 800 000 réfugiés. Il y a déjà beaucoup d'afflux, par exemple, dans des pays comme l'Ouganda, la Zambie également. Il y avait aussi un afflux important en Angola, suite à la crise du Kasaï. Et donc, les humanitaires se retrouvent aujourd'hui avec une double contrainte. La première, d'avoir un sous-financement, ce qui ne leur permet pas de venir en aide aux populations. Et la deuxième, c'est effectivement une relation assez tendue avec les autorités qui, elle, affirme qu'il n'y a que 230 000 déplacés internes. Donc 230 000, 4,5 millions, ça fait quand même une grosse différence. Et cette différence, en fait, concrètement sur le terrain, pose des problèmes puisque les autorités disent non, ça c'est pas des populations déplacées ou ces populations-là n'ont pas de raison de fuir et devraient rentrer chez elles. Et à chaque fois, c'est de la négociation au cas par cas. Donc cette opposition, cette déclaration en fait des autorités congolaises, c'est aussi ce qu'on entend sur le terrain de la part des autorités locales, des autorités provinciales, notamment dans ces provinces comme le Tanganyika, le Kasaï ou même l'Ituri, où effectivement les autorités disent parfois que ces déplacés n'ont pas vraiment de raison de se déplacer et que tout ça finalement est un peu de la manipulation. Alors l'aide humanitaire, elle consiste en quoi ? De quoi ont besoin en fait ces populations ? Alors là, on est sur les biens de première nécessité, notamment dans le Tanganyika, on est dans des seuils de malnutrition qui sont très importants. Il y a aussi le fait que ces camps de déplacés qui du coup ne reçoivent pas les assistances suffisantes de la part des humanitaires se retrouvent à avoir des petites cabanes, des petites huttes en paille qui brûlent très facilement. Il y a une dizaine de camps dans le Tanganyika par exemple qui ont brûlé l'an dernier parce que c'est des sites trop petits, les gens sont entassés, on n'autorise pas la distribution de bâches et donc les gens se retrouvent à faire avec leur feu du feu dans des endroits où finalement ça prend. Donc manque de nourriture, manque d'assainissement, manque d'eau. Avec aussi des épidémies de choléra qui se développent. Donc c'est là où l'assainissement et l'eau sont très importants pour essayer de contenir ces épidémies. Et puis effectivement, même des endroits où, faute d'argent, les humanitaires ne peuvent même pas fournir de l'assistance à ces populations. Alors Gauthier, le refus de la RDC de participer à cette conférence des donateurs, est-ce que ça peut freiner tout simplement la collecte des dons et donc se retourner contre le pays ? Il y a plusieurs choses. Ce qui peut freiner la collecte des dons, c'est toujours, mais en pareil cas, c'est souvent, c'est fréquent, c'est de savoir où va atterrir l'argent. Et compte tenu du fait que, précisément, le pouvoir refuse de regarder en face la réalité, on peut être extrêmement sceptique et avoir beaucoup de doutes sur la manière dont quelque donation que ce soit puisse attirer et atterrir plutôt dans les bonnes mains. Deuxièmement, l'idée, c'est que, fondamentalement, le pouvoir de République démocratique du Congo n'a pas besoin de ces fonds. Alors, évidemment, on peut s'étonner, on peut se dire, compte tenu de son avidité, pourquoi refuse-t-il ces prébendes-là, ces fonds-là ? Parce que lui-même, à travers, notamment, on en parlait tout à l'heure, la rente minière qui a dégagé en 2017 plus d'1 milliard d'euros, essentiellement pour le pouvoir, et qui ne sert donc pas à l'amélioration de la vie de la population, eh bien, le pouvoir n'a pas fondamentalement besoin de ces donations. Il est, encore une fois, dans cette logique du huis clos, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, conduit aussi à nier sur le terrain un certain nombre de réalités de déplacés ou de situations de guerre, de conflit ou de peur, de terreur qui incitent les populations à se déplacer. Donc, de ce fait-là, logiquement, entre guillemets, et malheureusement, il y a la négation de la nécessité d'apporter des fonds à la population.
Alors, en effet, on comprend que la RDC veut se débrouiller seule, elle veut gérer la crise avec ses fonds propres. Vous dites qu'elle a les moyens financiers, mais est-ce qu'elle a les moyens, j'allais dire, la volonté tout simplement de venir en aide à ces populations? Non, on peut en douter. On peut en douter dans la mesure où, si vous voulez, encore une fois, la situation telle qu'elle est sert, jusqu'à présent, sert le pouvoir, qui est... Donc, encore une fois, Kabila a dépassé le terme de son mandat. Il y aura peut-être une élection en décembre 2018, mais entre-temps, l'idée principale, c'est d'arriver à diviser le plus possible une opposition qui est protéiforme, qui est multiforme. Mais tant qu'il est possible d'agir sur le plan strictement politique et de manipuler, au fond, pour le pouvoir congolais, la question de la conférence et des dons humanitaire est quelque chose de totalement secondaire et même de troublant qui viendrait finalement troubler ceux qui veulent tourner en rond en République démocratique du Congo. Donc il y a là une logique typiquement congolaise de République démocratique du Congo dans cette volonté de ne pas avoir affaire à des agents extérieurs et cela fait partie également de ce plan lorsque vous savez que Kinshasa ne souhaite pas le renouvellement du mandat de l'ONU, de la MONUSCO, bien sûr. D'ici 2020. Merci Gauthier Rybinski d'avoir été à mes côtés. Merci pour votre éclairage. Merci Sonia Rollet d'avoir été en direct avec nous sur France 24. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de Demain à la Une. Cette semaine, dans 7 jours en France, nous parlerons de la réforme de la SNCF. Le gouvernement veut remettre le chemin de fer français sur les rails, le rendre plus compétitif, moins coûteux, mais avec des mesures polémiques. Nous verrons quel impact cette réforme peut avoir sur les usagers et sur les salariés de la SNCF. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com. Suivez la météo avec l'oreiller à mémoire de forme, testé et adopté par les 240 hôteliers Kyriade.